La curiosité, ce n'est pas toujours sain. Surtout quand on parle des horreurs qu'on peut trouver sur internet. Et ça, vous allez très vite le voir. Parce que là, on s'apprête à s'enfoncer dans ce qui se fait de pire. Et il y a un seul bon conseil qu'on peut vous donner. N'allez pas rechercher les sites dont on va vous parler. Vraiment. Oui, bon, ok, le concept des icebergs a été poncé dans tous les sens. On est tous d'accord là-dessus, mais restez bien jusqu'à la fin. On vous jure que ça en vaut la peine. Ce soir, on va aller s'enfoncer dans les mystères du web, en commençant par des sites chelous, voire même drôles, pour finir par s'enfoncer dans des trucs vraiment sombres. Cette vidéo est destinée à un public averti, surtout pour la fin de l'iceberg. Sans plus tarder, on va voir ensemble les sites les plus étranges et les plus flippants, en commençant par les plus inoffensifs du web. Bon, celui-là, il est vraiment marrant. Est-ce que vous avez une petite envie là comme ça de vous défouler pour déchaîner vos émotions? Vous inquiétez pas, avec le site internet que je vais vous montrer maintenant, vous allez pouvoir le faire. En arrivant sur cette page, vous allez tout simplement vous transformer en une créature chelou, une espèce de pieuvre humaine. Vous avez un genre de tentacule et surtout, il y a un homme qui attend patiemment devant vous. Rien d'autre sur la page, juste vous et cette étrange personne qui vous fixe du regard. Alors, qui c'est? Qu'est-ce qu'il vous a fait? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir vous venger et vous défouler sur lui. Avec votre souris, vous prenez le contrôle de votre tentacule et vous pouvez lui mettre des claques, rien que ça. Vous pouvez le faire à l'infini, c'est quand même, encore une fois, une page qui n'a absolument aucun sens. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous lui trouvez une utilité. En tout cas, on commence doucement, mais vous allez voir, la fin n'aura absolument rien à voir. YY.info, donc cette fois Y.info, est un site vraiment particulier dans le sens où tout ce qui s'y passe est totalement hasardeux et giga chelou, vous allez voir. À chaque fois que vous rafraîchissez la page, quelque chose de nouveau apparaît à l'écran. Comme vous le voyez, on y retrouve un mélange de photos, de gifs, tout ça compilé dans une image ultra compacte et épileptique. Et vraiment, c'est complètement imprévisible. Chaque rafraîchissement dévoile des contenus totalement différents. Ça peut aussi inclure des vidéos sans aucun sens, des bouts de phrases sans contexte et un peu alarmants. Bref, vous l'aurez compris, impossible de comprendre quel a été le but du créateur. Faut le dire quand même, mais parfois on tombe sur des photos un peu cachées ou alors des bouts de gifs qu'on devine comme étant carrément graphiques. Ça rassure quand même pas de ouf quant à la volonté du créateur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des petits endroits où c'est cliquable, mais à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a rien donné et ça bloque sur une page noire. Je me suis renseigné et il paraît que certaines images redirigent directement vers des NFT, et pas des NFT gratuits. On parle là d'images vendues pour la modique somme de 1 Ethereum, donc si vous savez pas trop, ça fait environ 3150 € au moment où je tourne là. Bref, encore un ovni d'internet qui n'a ni explication ni réelle utilité. Juste un délire de créateur qu'on ne comprendra certainement jamais. X60.com est un site dans le genre pourquoi quelqu'un s'est fait chier à faire ça? Rentrons directement dans le vif du sujet. Pour y accéder, il suffit de taper 1 60 fois sur votre clavier avec .com à la fin. Bon, comme c'est un petit peu long à faire, on le fait pour vous. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, ce n'est vraiment pas un site ordinaire. Il n'y a qu'une seule image sur laquelle vous pouvez voir un rassemblement de montages mettant en scène Arnold Schwarzenegger dans plein de situations différentes. Il se retrouve intégré dans des personnages de Sailor Moon, en catcheur et d'autres trucs vraiment bizarres. En déplaçant votre curseur sur la page au pif, vous remarquez des images qui pop parfois, des genres de mèmes, vraiment ça n'a absolument aucun sens. La seule chose cliquable, c'est le bouton Enter qui se trouve en bas de la page, bien caché. En cliquant dessus, ça vous renvoie à une autre page similaire et tout aussi what the fuck. Sur celle-ci, vous verrez des photomontages du visage de Tony Blair, sur le corps de Margaret Thatcher. Bref, vous avez compris, c'est juste chelou, mais quand même gentil. En cliquant à nouveau sur le bouton Entrée, vous arrivez sur une autre page, cette fois avec des politiciens américains en personnage du Seigneur des Anneaux. Et tout ça continue sur des dizaines de pages, incluant des montages de dirigeants nord-coréens et compagnie. Petite précision quand même, au fur et à mesure de mes clics, ça m'a parfois téléchargé automatiquement des fichiers en .mid que j'ai pas osé ouvrir. En me renseignant un petit peu, j'ai vu que c'était des extensions de fichiers musicaux, mais perso, je me risquerais pas à tenter de les ouvrir. Bref, je vous laisse vous y amuser si un jour vous avez un petit peu de temps et que vous n'avez pas trop peur.
Zombo.com, c'est un site créé en 1999. À l'origine, c'était juste une blague entre les enseignants et des étudiants de l'université Washington aux États-Unis. Le site est une parodie des pages d'accueil Flash qui se lançaient à l'époque pendant le chargement d'un site internet. À son lancement, on pouvait s'inscrire à une newsletter dont on ne connaît pas vraiment le contenu, mais depuis 2021 et l'arrêt d'Adobe Flash Player, plus rien. Aujourd'hui, Zombo.com se compose d'une page vide, d'un titre et d'une animation de 7 disques colorés qui tournent à l'infini. Mais ce qui est un petit peu oppressant quand on ne connaît pas l'histoire de la page et du gag derrière, c'est la musique. Welcome to Zombo.com. This is Zombo.com. Welcome. This is Zombo.com. Le site lance automatiquement un clip audio où une voix souhaite en boucle la bienvenue à Zombo.com. Le site a eu un grand impact dans la culture pop et a été inséré en easter egg par plein de passionnés de l'histoire dans leurs propres œuvres. Bref, rien de très flippant, mais la première fois qu'on tombe dessus, et sans contexte, on a directement cette sensation un peu oppressante, cette sensation de faux et que quelque chose ne tourne pas rond. Au premier abord, le site semble pas si bizarre que ça, si ce n'est que ça a l'air un peu daté. La page d'accueil est sobre, avec seulement 3 onglets cliquables et un texte écrit en thaïlandais au centre. Il y a aussi la photo de cette dame sur la droite, en blouse, et on y revient juste après. Premièrement, lorsqu'on traduit le texte au milieu, parce que oui, on a essayé, on obtient une sorte de description d'une maladie grave et très contagieuse qui s'appelle le Henrix. Et cette maladie serait liée au syndrome de Gomex, une espèce de mutation génétique qui affecterait les tissus et donnerait le cancer. Bon, on est d'accord, c'est assez obscur et la traduction n'aide pas, mais on dirait une sorte de carnet d'archives d'un scientifique qui croirait à une sorte de théorie du complot dont personne n'a jamais entendu parler. Peut-être que c'est le site de cette personne qui a affiché sur la page d'accueil, on n'en sait rien. Mais petite particularité, on peut cliquer sur sa photo. Et quand on le fait, voici ce qui se passe. Puis le site bloque sur cette image. Sur la gauche est sobrement écrit « Please wake up. Thank you for visiting our website ». Et sur le fameux onglet Henrix, on trouve une clé avec un login pour se connecter, mais si on clique en bas sur le petit lien, on peut le contourner et ça donne accès à un lien YouTube menant une vidéo très énigmatique. Aucune idée de qui est cette personne. Peut-être la même que celle sur la page d'accueil. C'est difficile à dire vu que tout est complètement déformé, mais en faisant des recherches, apparemment c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le site, et c'est en fait un élément d'un ARG lié à la série Lost les disparus. Bref, tout ça, ça n'allait toujours pas aux internautes, qui voulaient vraiment savoir qui était cette femme sur la page d'accueil, et elle a été trouvée. Il s'agit d'une femme dont la photo a été extirpée du site d'une clinique sans qu'on sache vraiment la raison. Un utilisateur de Reddit a creusé encore plus loin et aurait trouvé un PDF qui parlerait effectivement d'une maladie nommée le Henrix, de la famille de maladies Gomex. Le problème, c'est que l'auteur du subreddit n'a plus le PDF, il l'a perdu. Alors apparemment d'autres personnes se souvenaient être effectivement tombées sur le PDF, mais personne n'arrive à le retrouver, jusqu'à ce que Brainwords, un utilisateur, nous ponde le lien vers le PDF en question. Tout est entièrement écrit en thaïlandais et apparemment ça traite de santé mentale et dont l'objectif du programme mis en avant dans le PDF serait de promouvoir la gouvernance de la santé mentale avec le ministère de la Santé. Et pour ça, il faudrait composer un numéro, il y aurait un lien qui aujourd'hui est impossible à trouver. Bref, je sens que je vous perds, je me perds aussi et en vrai c'est clair pour personne, mais encore aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qu'il y a derrière Henrix, Angel Fire. Est-ce que vous êtes nostalgique de Windows 98 ? Si vous êtes un fossile comme moi, vous l'avez certainement connu, et vous allez voir, ce sujet va vous replonger en enfance. Lorsque vous lancez Windows 93, vous vous retrouvez directement propulsé dans le passé. Ce site est en fait conçu pour ressembler à un ancien Windows avec tout un tas d'applications que vous pouvez lancer. Par exemple, on peut jouer à Half-Life 3, qui n'est jamais sorti, ou à d'autres jeux assez marrants comme Street Fighter par exemple.
On peut également lancer des copies de vieilles applications MP3, voir des documents mis à la corbeille et aller sur un semblant d'internet. Tout est fait pour vous replonger en nostalgie dans vos souvenirs en reprenant le design des logiciels d'antan. Bref, un véritable retour dans les années 90. Mais il y a tout de même des choses un peu bizarres, comme par exemple cette application Virtual Girl. Si vous cliquez dessus, il y a tout simplement une femme virtuelle qui se place en bas à droite de votre écran. Et c'est tout. Bref, vous l'aurez compris, il y a des easter eggs, mais aussi des choses un peu bizarres quand on explore un petit peu le site. En tout cas, c'est une expérience vraiment chouette et clairement atypique. Est-ce qu'il vous arrive de penser au jour de votre mort? Si vous aviez moyen, est-ce que même vous voudriez connaître cette date fatidique? Eh bien, on a peut-être quelque chose pour vous. Deathdate.info est tout simplement un site qui peut prédire votre mort. Le site est sobre et semble un peu daté, a plusieurs onglets, mais la page principale est ce qui nous intéresse le plus. Vous n'avez qu'à entrer quelques données perso sur vous, comme votre prénom, votre date de naissance, votre poids, votre taille, et si vous consommez des trucs pas très bons pour la santé. Et voilà, voici la date précise de votre mort. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est que plus de 50% des personnes ayant effectivement rentré leur info sur Deathdate sont mortes exactement le jour où le site l'a prédit. Bon bah non, évidemment je me fous de vous, c'est juste un site un peu glauque et même si on sait que c'est bidon, ça fait quand même quelque chose de voir un chiffre apparaître comme ça. D'ailleurs si vous voulez savoir, je mourrai en 2070 à 72 ans apparemment, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez et si ça arrive, je compte sur vous pour faire buzzer la vidéo. En tout cas, on trouve que le concept de ce site a tout à fait sa place dans cette vidéo, tellement le concept est dérangeant. Quand on se rend sur le Twitter de Electric Grotto, on lit la description suivante. Electric Grotto est un collectif international, un label de musique et une famille en ligne qui se consacrent aux concepts expérimentaux et à leur développement. Bon, un peu bizarre et flou, on est d'accord. Surtout que ça n'a pas l'air de rencontrer un grand succès, mais ils ont un site. Et quand on s'y rend, tout est encore plus étrange. On est accueilli sur une page sombre, où cette fois, il est précisé que le collectif est composé de personnes qui aiment se connecter à l'inconnu et qu'il a été fondé en 2017 par Dieu apparemment. Et le but, c'est que les membres gagnent en clarté créative et qu'ils seront automatiquement repérés et contactés s'ils en sont dignes. Bon, on est d'accord, ça nous avance pas beaucoup. On dirait une sorte de groupe d'élite secret un peu perché qui ferait apparemment de l'art. Bon, ok, pourquoi pas. Les liens principaux en haut ne mènent à pas grand chose, si ce n'est au Twitter du collectif, et un onglet Église qui, pour le coup, commence à donner une ambiance étrange. C'est un article qui parle du cyberpunk. Alors non, pas le jeu de CD Projekt, mais une sous-culture marginale des années 80 qui se fascinait pour l'évolution technologique et la liberté qu'elle pouvait apporter. Alors, encore une fois, c'est très obscur, mais là où ça devient vraiment énigmatique et très malaisant, c'est lorsqu'on clique sur les sections User Sites tout en haut du site. Il y a 4 sections, la crypte, Tchernobyl, Ézéchiel et Solomon. Ouais, on voit quand même que ça parle beaucoup avec un vocabulaire religieux. Et effectivement, les pages Tchernobyl et Solomon amènent à des pages simples où on a une petite bande-son avec des symboles et des passages de la Bible. D'ailleurs, si on clique sur le lien, ça télécharge automatiquement un PDF qui parle de la Kabbale, donc la mystique juive qui permettrait de rentrer en contact avec Dieu et qui est un domaine très caché. Tchernobyl ne donne rien, mais le plus intéressant et surtout le plus bizarre, c'est quand on entre dans la crypte. Voici ce qu'il s'y passe. 3 images apparaissent après un glitch. Si on clique sur le point d'interrogation, on entre dans un mini-jeu où on peut discuter avec un vieil homme qui nous dit surtout de ne pas cliquer sur le verre de lait. Il nous dit aussi qu'il ne peut pas nous dire pourquoi ce site existe. Si on clique sur le verre de lait, on peut prendre une gorgée et il ne se passe pas grand-chose d'autre si ce n'est que la vie a désormais un tout nouveau sens. Et enfin, lorsqu'on prend le train, on peut décider d'entrer soit au paradis, qui n'a pas l'air disponible, soit en enfer. Voilà, on n'en sait pas plus ni sur le but du site, ni sur les auteurs, et apparemment, personne ne sait. Fin du site. Obsidian Snow, c'est le genre de site qu'on peut pas vraiment expliquer, mais voyez par vous-même.
On arrive sur une interface ultra minimaliste et lorsqu'on clique sur un élément, on fait un choix qui nous mène à une nouvelle page, toujours de plus en plus étrange. Les pages commencent soudainement à se différencier et on tombe sur des dessins de morts, des PDF protégés par des mots de passe et autres symboles douteux. Honnêtement, il y a énormément de possibilités et chaque choix mène à une destination de plus en plus occulte. Et le seul thème commun qu'on retrouve dans chaque page, c'est la mort. Si on explore assez bien, il y aurait apparemment la clé quelque part pour ouvrir les PDF qu'on propose de télécharger, mais honnêtement, on ne l'a pas trouvée. Et en fait, on n'est même pas sûr de vouloir la trouver. Plus sérieusement, on ne sait pas du tout ce que peuvent renfermer ces fichiers et ça peut être clairement dangereux, donc on vous déconseille de télécharger des fichiers douteux en général. Bref, il est très difficile de comprendre le but du site et Obsidian Snow, c'est vraiment l'un de ces ovnis d'internet. Aucun message cohérent ne semble se montrer, sauf peut-être s'il se trouve dans ces fameux documents protégés. On ne vous en dira pas plus. Angus Nickneven, c'est un site qui propose de vous emmener dans un voyage très inquiétant, dans un monde appelé Terminal 00. Le site crée une atmosphère très particulière. C'est un genre d'univers glauque et sombre, dans lequel on peut naviguer de plus en plus profondément et sans trop comprendre où l'on va. Le tout accompagné d'un bruit de fond assez angoissant. Le site est assez complexe, avec de nombreuses pages et des liens à explorer. Il y a tellement de possibilités qu'il existe même un subreddit dédié à sa compréhension et aux nouvelles trouvailles des explorateurs. Le créateur du site, parce que pour le coup on le connaît, c'est Angus Nickneven, le nom du site. Il a écrit un livre intitulé Stars Bleed, qui est lié au site internet et apporte des éléments narratifs supplémentaires qui pourraient expliquer des choses. Ok, vous l'avez donc compris, il s'agit simplement d'une aventure et une belle promo pour son bouquin. D'après Angus, il n'y a pas de réel but, c'est simplement une expérience immersive. Certaines parties sont vraiment conçues pour mettre mal à l'aise. Il y a des animations cheloues, des objets en mouvement obscur et une ambiance sombre et mystérieuse. Le site comporte plus de 300 pages avec des histoires, des énigmes et des images indescriptibles qui intriguent encore beaucoup aujourd'hui. On va pas vous mytho, on n'a pas tout exploré en entier parce que ça serait beaucoup trop long, mais ça reste intéressant et bien étrange. Staggering Beauty, c'est le genre de site qui peut être un peu dangereux. Bon, vous allez dire que c'est le cas d'à peu près tous les sites dans un iceberg des pires sites internet, mais celui-là est un peu différent. Alors, on a vraiment cherché, on n'a trouvé aucun contexte, on ne sait pas qui l'a créé ni pourquoi, mais avant d'entrer, le site vous prévient sobrement, et on vous prévient aussi, images clignotantes, bruit intense. Si vous êtes épileptique, passez la séquence qui suit. Non mais vraiment, passez la séquence, ça peut être dangereux pour de vrai. Bon, ceux qui sont toujours là, voici le site en question. Une fois sur la page, vous ne pouvez bouger que votre souris. Vous interagissez avec une espèce de ver géant qui suit le mouvement de votre curseur. Jusque-là, rien de très surprenant, c'est juste une petite animation drôle. Mais non, parce que si vous bougez votre souris de plus en plus rapidement, il se passe ça. Bon, c'est ultra bizarre, l'ambiance change complètement et c'est apparemment largement suffisant pour déclencher une sévère crise d'épilepsie quand on voit qu'il y a quelques dizaines d'années, un épisode de Pokémon, bien moins vénère que ça, a suffi à envoyer 685 enfants à l'hôpital au Japon après la diffusion d'une séquence. On peut clairement douter sur les intentions du créateur. Bref, c'est un site web complètement inutile, mais qui peut sincèrement devenir dangereux si vous tombez dessus par pur hasard. D'ailleurs, on a tenté de cliquer sur la section « En savoir plus », mais ça nous a simplement ouvert notre messagerie Outlook en boucle, donc on a vite fermé. Sincèrement, on vous déconseille d'aller plus loin. On sait jamais ce qui se cache derrière et quelle merde ça peut vous apporter. Vous connaissez tous très certainement des sites de rencontres comme adoptunmec.com ou Mythique ou encore Fruits qui sponsorise cette vidéo, c'est pas vrai. Mais est-ce que vous connaissez ashleymadison.com ? Bon, si ça ne vous dit rien, c'est bon signe. Parce que le but du site est justement d'être le plus discret possible. Lancé en 2001, c'est un site qui est principalement conçu pour aider des personnes mariées ou en couple à trouver des partenaires. Ouais, c'est bien ce que vous croyez. C'est un site qui promeut ouvertement l'adultère
et le fait de tromper son conjoint. Parce qu'après tout, c'est normal d'après eux. Tout le fonctionnement d'Ashley Madison est différent des sites de rencontres traditionnels. Il est vraiment conçu pour offrir un moyen discret aux utilisateurs de contacter d'autres personnes à la recherche de relations extra-conjugales, et c'est vraiment le seul but du site. C'est quand même vraiment osé et même ultra malsain. L'une des particularités du site est l'importance qu'il accorde à la vie privée et à la discrétion. Apparemment, les utilisateurs ont la possibilité de masquer ou de rendre floues leurs photos, ne les révélant qu'aux personnes de leur choix. Mais toute cette histoire a connu un énorme drama en 2015 lorsque le site a été victime d'une cyberattaque. Des hackers ont réussi à voler les informations personnelles de millions d'utilisateurs, y compris leurs noms, leurs adresses et d'autres informations, vous l'imaginez bien, assez sensibles. Ça a provoqué un gros scandale parce que l'identité de nombreuses personnes cherchant à tromper leur partenaire a été révélée publiquement. Bon, j'ai envie de dire, en même temps, c'est bien cherché quand même. Mais malgré ce coup dur, le site a su se relever et existe toujours au moment où l'on parle. Bref, encore un exemple que la liberté et la morale ne vont pas toujours dans le même sens. Homicide Monitor, c'est un site un peu macabre. La page recense un ensemble de données publiques vraiment très complètes sur des affaires de meurtre dans le monde entier. Le site couvre quasi tous les pays avec un focus particulier sur le continent américain qui est malheureusement champion du monde dans le domaine. On a un nombre d'informations qui est colossal et le site est très interactif, mais il y a quelque chose qui est assez frappant quand on l'explore, les statistiques. On y apprend par exemple que les États-Unis, qui ne représentent que 13% de la population mondiale, représentent pourtant 34% des homicides dans le monde. L'Amérique latine et les Caraïbes, qui ne comptent que pour 8%, sont responsables de 29% des homicides dans le monde en 2023. C'est juste énorme. Et d'ailleurs, dans ces pays, c'est 71% des homicides qui sont commis avec des armes à feu. Alors, pourquoi ce site ? Eh ben, d'après le créateur, certains pays et certaines catégories de population sont beaucoup plus sujettes à des risques de mort violentes. L'auteur trouve donc important de garder une trace de ces évolutions afin de permettre aux politiques de prendre les décisions nécessaires pour éviter que les chiffres n'empirent. Bref, le site est plus informatif qu'autre chose, mais n'empêche que le concept est une belle représentation que l'être humain est parfois son propre ennemi. Est-ce que vous avez déjà vu ce visage ? Eh ben, si c'est le cas, vous n'êtes clairement pas prêt pour ce site internet thisman.org. Tout commence en janvier 2006 à New York. Une patiente d'un psychiatre renommé dessine le visage d'un homme qui apparaît régulièrement dans ses rêves. À plusieurs reprises, cet homme lui aurait donné des conseils sur sa vie privée et la femme affirme ne l'avoir jamais rencontré en réalité. Suite à ça, le portrait va rester oublié sur le bureau du psychiatre pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'un autre patient entre dans le cabinet et reconnaisse ce visage. Il affirme que cet homme, qu'il voit sur le papier, lui rend également visite dans ses rêves et assure, lui non plus, ne jamais l'avoir vu dans la vie réelle. Le psychiatre décide alors d'envoyer le portrait à certains de ses collègues qui traitent des patients qui font des rêves récurrents. Et en quelques mois, c'est 4 patients qui vont identifier cet homme comme une présence fréquente qu'ils voient dans leurs rêves. Et tous font référence à lui sous le nom de cet homme ou This Man. Jusqu'à aujourd'hui, c'est apparemment plusieurs millions de personnes qui affirment avoir vu cet homme dans leurs rêves dans de nombreux pays. Pour le moment, on n'a aucune relation ou caractéristique commune entre les personnes ayant rêvé de cet homme qu'on n'a non plus jamais vu dans la vraie vie. Et donc, l'objectif de ce site est de recenser les personnes qui ont rêvé de cet homme et de les mettre en relation, et de comprendre de qui il s'agit et de pourquoi il apparaît. Vous l'imaginez bien, ça a évidemment donné lieu à toutes sortes de théories. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte d'être divin qui conseille secrètement les gens. D'autres, un peu plus terre à terre, estiment que son visage est tout simplement tellement banal que certaines personnes pensent le reconnaître. On a recherché de notre côté, et il y aurait des histoires, attention à prendre avec des pincettes, d'expériences scientifiques ou de promos de films d'horreur, mais rien de vérifié. En tout cas, n'hésitez pas à demander à vos familles ou vos potes s'ils ont déjà vu cet homme. Est-ce que vous faites partie des gens
qui aiment les théories du complot. Peut-être même que vous croyez en certaines et que vous pensez que les gouvernements nous cachent beaucoup d'informations sensibles. Eh bien, vous devriez trouver ce site très intéressant. The Black Vault, c'est un site d'archives qui intéressera particulièrement ceux qui aiment tout ce qui est secrets gouvernementaux et les théories du complot. Sur le site, on retrouve plus de 2 millions de documents qui étaient autrefois confidentiels, mais qui ont été depuis déclassifiés par le gouvernement américain. On peut y retrouver par exemple l'intégralité des documents de l'affaire Jeffrey Epstein, mais aussi des documents secrets liés à l'assassinat de Kennedy, etc., etc. Il y a même toute une section consacrée aux activités paranormales et aux témoignages d'OVNI, ce qui en fait l'objet d'une enquête par le gouvernement américain eux-mêmes. Au-delà de ça, on retrouve des documents sur des expériences scientifiques très sombres qui ont été réalisées. On parle de clonage humain, d'expériences menées par la CIA sur la parapsychologie, donc le fait de faire bouger des objets par la pensée. Bref, tout un tas de sujets tout aussi graves qu'intrigants. Et on vous le rappelle, ce sont des archives officielles. On vous laisse y faire un tour, vous verrez, c'est très intéressant. En dehors de ça, le site n'est pas si bizarre lui-même, mais c'est quand même dérangeant quand on pense à la quantité d'informations auxquelles vous et nous, le peuple, n'avons pas eu accès jusqu'à présent. Qui sait les dingueries qu'on nous cache, là pendant qu'on parle, et les secrets dont on ne sera peut-être jamais mis au courant. Je sais que vous aimez vous faire peur, sinon vous seriez même pas en train de regarder cette vidéo en fait. Eh ben, j'ai quelque chose pour vous. Attendez qu'il fasse nuit, que vous soyez seul, et que vous ayez fini cette vidéo quand même, et lancez Lomando. Lomando, c'est un petit jeu d'horreur, complètement sur navigateur, créé par un développeur japonais populaire du nom de Nitao. La particularité, c'est le contraste évident entre la page d'accueil colorée un peu kikou-jap et qui ne laisse pas du tout présager le thème du jeu. Et ce qui se passe une fois que vous rentrez, ça n'a plus rien à voir. Toute l'expérience se déroule dans un parc d'attractions appelé Fantasyland, dans lequel vous incarnez un visiteur. Et pour survivre aux pièges flippants qui vous attendent, vous devrez résoudre une série d'énigmes vraiment étranges. Bref, c'est une petite aventure vraiment sympa qui vous fera sursauter plus d'une fois, on vous garantit. On ne vous en dit pas plus, et si vous arrivez à aller jusqu'au bout, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Bon, changeons un peu d'ambiance. Pour cette découverte, on va vous parler d'une chaîne YouTube très étrange. Voici à quoi ressemble l'une des vidéos. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Tout commence sur un dessin animé, tout ce qu'il y a de plus innocent. Le public visé semble évidemment être les enfants. On y voit des personnages qui chantent et qui s'amusent avec une musique plutôt entraînante. Jusque-là, rien de bizarre, non? Eh ben, attendez un peu de voir la suite. Le premier élément étrange survient lorsque l'un des personnages s'arrête de chanter. A picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. On sent le malaise monter, puis la musique reprend. Mais à partir de là, l'ambiance change drastiquement. La DA est plus sombre, on commence à voir des éléments gore comme un cœur de poulet, les personnages commencent à sombrer de plus en plus dans la folie, et puis à la fin, tout revient à la normale. Bon, c'est ultra dérangeant, surtout lorsqu'on pense au fait que pas mal d'enfants vont être attirés par la miniature qui est quand même joviale et colorée. Mais alors, qui a fait ça? Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, mais il s'agit bien d'un projet artistique. Don't Hug Me, I'm Scared est une mini-série constituée de 6 épisodes que l'on peut retrouver sur la chaîne, diffusée entre 2011 et 2016. Les créateurs sont en fait des artistes qui voulaient parodier les vidéos pour enfants, conçues apparemment dans le but de développer leur créativité, alors qu'on sait que c'est un peu abrutissant surtout. Au-delà de la critique, ils ont juste créé cette série pour le délire, sans budget et sur leur temps libre. Les 6 épisodes ont connu un énorme succès, en cumulant plusieurs centaines de millions de vues, et au moment où l'on tourne, une vidéo vient juste de sortir après plus de 2 ans d'inactivité des créateurs. Bref, c'est quand même beaucoup moins flippant qu'une vidéo postée au hasard sur un site chelou et dont on n'aurait aucune info. Mais ça montre bien que le mystère autour d'une histoire y est pour beaucoup quant à la terreur qu'elle peut nous inspirer.
il y a certaines expériences horrifiques qui ont marqué l'histoire. On a par exemple L'Exorciste, qui a marqué le cinéma. On a des vidéos cultes qui ont marqué YouTube, There is Nothing. Et on a des jeux amateurs qui ont marqué les personnes qui y ont joué. Cette fois, on va vous parler d'un jeu vidéo d'horreur qui a vraiment cassé la barrière entre le virtuel et le réel et qui a sincèrement terrifié ses joueurs. Hotel 626 est un jeu en ligne lancé en 2008. Il plonge les joueurs dans une expérience interactive et très effrayante directement sur un navigateur. Ok, première particularité, on ne peut y jouer qu'à partir du début de la soirée. Hotel 626 n'est jouable qu'entre 18h et 6h du matin, ce qui clairement est déjà une idée assez révolutionnaire, je sais pas ce que vous en pensez. Et une fois que les conditions sont réunies, le joueur doit commencer par entrer ses données personnelles. Nom, numéro, adresse mail et date de naissance. Ensuite, il consent à activer sa webcam et son micro. Et ça, vous allez voir, ça a son importance. Une fois dans le jeu, on remarque tout d'abord que les graphismes sont franchement impressionnants pour l'époque. C'est plutôt réaliste et l'ambiance est très sombre. La partie commence dans une pièce d'hôtel angoissante et vous utilisez un appareil photo pour éclairer votre environnement. Vous commencez ensuite votre exploration dans cet environnement tout sauf rassurant, jusqu'au moment où vous tombez sur une jeune femme assise dans l'obscurité. Bref, après ça, vous avez tout un tas de quêtes à réaliser, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous en parle. La réelle particularité de Hotel 626, c'est qu'il fait partie des rares jeux à totalement briser le quatrième mur. Par exemple, vous vous retrouvez à un moment dans une étrange salle sombre, remplie de photos. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous cherchez en fait une photo prise discrètement de vous avec votre propre webcam. Ça doit quand même vraiment faire très bizarre de voir ça en se promenant dans un jeu. Il y a même un moment où c'est votre véritable téléphone qui va sonner dans la vraie vie avec des instructions pour s'échapper de l'hôtel dans lequel vous êtes emprisonné. Tout ça rend l'expérience incroyablement immersive et effrayante. Surtout qu'on vous le rappelle, le jeu ne peut être joué que de nuit. Mais vous savez c'est quoi le plus drôle dans toute cette histoire? C'est que le jeu est en fait une publicité pour Doritos. Ouais, les chips. Il n'y a pourtant aucun placement direct de produit, ni aucune référence qui suggère un quelconque lien avec la marque. Bref, son succès a donné lieu à une suite, Asylum 626, et ce jeu a poussé encore plus loin les éléments interactifs en intégrant les amis Facebook du joueur et en postant sur son propre profil sans qu'il ne le sache. Et cette fois, le lien avec les chips est plus direct parce qu'il faut un code contenu dans un paquet de Doritos pour progresser. Bref, Hotel 626 reste un pilier du jeu d'horreur pour son caractère unique, encore original aujourd'hui. Ça a forcément inspiré d'autres jeux comme la série des Outlast certainement. Voilà, au moins ça vous fait une belle anecdote à raconter pour votre prochaine soirée. Ça vous arrive souvent de faire des fautes de frappe? Quand c'est par SMS ou WhatsApp, c'est pas si grave et on a l'excuse du correcteur. Mais sur Internet, les choses peuvent être différentes. Les amis, figurez-vous que même faire une petite erreur de frappe peut s'avérer dangereux sur le net. Et Google.com, pas Google, Google, c'est l'exemple parfait d'une pratique connue sous le nom de typo squatching. Normalement, vous avez déjà compris, mais si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, on vous explique. Le typo squatching, c'est des arnaqueurs ou des hackers, ou les deux, qui référencent leur nom de domaine très proche de celui de sites fréquemment utilisés. Donc Google devient Google, YouTube devient YouTube, bref, vous avez l'idée. Et en fait, lorsque vous vous trompez d'orthographe, vous pouvez tomber sur le site de quelqu'un qui a prévu le coup et qui vous a tendu un piège. Votre appareil risque alors d'être infecté par des virus, ou vous pouvez être victime d'arnaque si vous effectuez un paiement par exemple. Et aujourd'hui, certaines pratiques sont devenues tellement élaborées que même avec le bon nom de domaine apparent, vous pouvez en fait être sur une copie du site absolument pas officiel. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas et certains noms de domaine se ressemblent juste par pur hasard. Mais petit conseil, faites attention lorsque vous écrivez Google sur Internet. Imaginez que vous cliquez sur un lien un peu chelou et qu'il se passe ça.
directement, vous êtes confronté à un mélange d'images aléatoires, parfois dérangeantes. On a des flashs de moments historiques random, des personnes nues ou des photos très explicites. Certaines images, lorsque vous cliquez pour passer à la suivante, montrent même des attaques terroristes. Bref, tout simplement des images malveillantes pour la plupart et qui vous font immédiatement regretter d'être allé sur ce site. Vous avez juste l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle de votre ordinateur. Eh ben, figurez-vous qu'il n'en est rien et qu'apparemment ce serait même de l'art. Parce que tout simplement, le créateur Antonio Mendoza a expliqué dans une interview que Subculture fait en fait partie d'un mouvement appelé le Net Art. Ok, pour faire simple, c'est un art créé sur internet avec comme but d'être interactif et ça existe depuis les années 90. Et pour ce qui est de Subculture, ça a simplement été conçu pour vous laisser croire qu'on hackait votre appareil. Mais ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller si vous vous y rendez. Prenez juste garde à ne pas laisser des yeux traîner sur votre écran. Si je vous montre ça, à quoi ça vous fait penser? Parfois un copieux repas qui donne bien envie, un dîner sobre une autre fois, bref, c'est de la bouffe. Mais ce que vous voyez actuellement, ça cache des histoires très glauques, les amis. La nourriture qu'on vous montre depuis quelques instants, c'est tout simplement le dernier repas qu'ont commandé des condamnés à mort. Et ça, c'est la dernière chose qu'a mangé Ted Bundy avant de se faire électrocuter à mort. En fait, on peut retrouver pas mal de sites qui recensent par-ci par-là les derniers repas des condamnés, parfois avec un message de lutte contre la peine de mort. On a également le déjeuner qu'ont eu certaines personnes avant de passer à la chaise, puis être innocentés post-mortem. Le site le plus connu est lastmealproject.com, qui n'est d'ailleurs plus disponible à l'heure actuelle. C'était l'endroit le plus fourni en archives et l'un des plus engagés. Un site qui poussait à la réflexion sur la justice, l'innocence et les implications morales de la peine de mort. En tout cas, on vous laisse vous renseigner si jamais vous voulez connaître les derniers repas de certains condamnés à mort. Vous verrez, ça fait toujours très étrange de voir des aliments aussi banals être les derniers souvenirs de personnes. Celui-là, il est fait pour vous si vous aimez les jeux indépendants un peu chelous. Alors, je vous préviens, on n'a pas réussi à aller au bout. Et en fait, on sait même pas s'il y a vraiment un bout. Superbad.com, c'est un site sous forme de jeu d'exploration, où chaque clic vous mène à une nouvelle page. Vous ne savez pas où chaque clic vous mènera, et c'est à vous de comprendre le vrai but de l'histoire. Après quelques clics, on se retrouve sur cette vieille page affichant une vieille voiture des années 70, et plein de catégories sur lesquelles on peut cliquer. On a tout essayé. Chacune de ces catégories mène à une page étrange. C'est très difficile de comprendre pourquoi l'auteur s'est fait chier à créer ces mini-jeux et animations. Perso, on n'a rien compris. Mais tout de même, plein d'éléments nous ramènent à un fameux Oncle Jay, qui semble être le personnage central. Dans certaines des pages, on peut tomber sur des lettres qu'il aurait écrites, s'excusant pour l'incident survenu pendant Thanksgiving. D'autres personnes, comme Wayne, évoquent l'Oncle Jay et racontent des anecdotes qui semblent réelles sur ce personnage. Ouais, on sait, c'est ultra chelou et difficile à expliquer. C'est toute une expérience dans laquelle vous pouvez vous perdre pendant des heures littéralement. Et ce site existe en fait depuis 1997. On connaît même le créateur, Ben Benjamin, un designer graphique qui a créé Superbad, sans trop savoir pourquoi lui-même. Certaines de ces images ont terrifié les personnes qui sont tombées sur le site sans contexte, et c'est normal vu que les thèmes et les couleurs changent en permanence. Mais depuis qu'on connaît l'histoire du site, c'est plus devenu une belle référence artistique plutôt qu'un sombre site mystérieux. Comme quoi, parfois, le mystère est ce qui entretient l'art le plus longtemps. Ok, Rent a Hitman, ou Louer un tueur, c'est un site vraiment très particulier avec une histoire de fou. Et pour son origine, on doit remonter en 2005 en Californie. À ce moment-là, un homme du nom de Bob Innes achète le nom de domaine Rent a Hitman pour en faire un site d'une société d'informatique qu'il comptait créer avec des potes à lui. Malheureusement pour Bob, son business n'a pas fonctionné, mais vu que le nom de domaine était déjà acheté, il a eu l'idée d'en faire une vaste blague. Bob a changé toute l'interface du site dans le seul but qu'il ressemble vraiment
à ce qu'on peut penser trouver lorsqu'on cherche un véritable tueur en série. Le site propose de mettre en place des contrats sur des personnes réelles, en échange d'argent évidemment. Juste pour être clair, vous avez bien compris, on parle de tuer quelqu'un pour quelques centaines d'euros. Bien évidemment, tout est une énorme blague de Bob, qui est un vrai troll. Sauf qu'en 2008, Bob vérifie le mail associé au site web et voit plus d'une centaine de messages de personnes souhaitant réellement recruter un tueur à gages pour exécuter quelqu'un. Bon, dans le tas, il y a quand même beaucoup de blagues de personnes ayant compris le second degré du site. En même temps, il faut se faire pour penser que c'est sérieux avec les offres famille et les blagues qui sont affichées. Mais en 2010, une femme canadienne du nom de Hélène envoie un mail avec une demande des plus sérieuses et très détaillée. Hélène indique qu'elle souhaite engager un tueur à gages pour éliminer 3 membres de sa famille au Royaume-Uni, estimant que l'héritage familial lui revient. La demande comportait tous les noms et les adresses des cibles à exécuter. Bon, là ça devient beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux, et Bob en parle avec un ami policier à qui il transmet toutes les informations concernant Hélène. L'affaire est retransmise à la police canadienne qui va enquêter sur la femme et va se rendre compte que tout est vrai. Hélène sera emprisonnée au Canada pendant 4 mois, puis extradée au Royaume-Uni où elle était recherchée pour d'autres délits. Après cet événement, Bob a continué à exploiter son site internet tout en prenant garde à bien mettre l'accent sur la nature satirique et en le remplissant de blagues en tout genre. Mais étonnamment, encore aujourd'hui, la page attire des demandes sérieuses et Bob répond à toutes ces demandes, essayant de voir s'il s'agit de blagues ou de vraies demandes de meurtre. Et si elles le sont, tout est retransmis à la police, notamment lorsqu'il s'agit de demandes sur des mineurs. Au total, le site a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes quand même. Et aujourd'hui, Bob considère sa page comme un moyen d'attraper les personnes ayant des intentions plus que douteuses, et il le gère de sa propre initiative, tout seul. Bref, une histoire sympa qui montre quand même que le monde est rempli de personnes aux idées très sombres. Bon, on vous a parlé de Last Meal Project, et tant qu'on est dans le même registre, parlons de Death Row Information. Vous allez voir, ça complète vachement le premier. Cette page, c'est tout simplement le site officiel du gouvernement du Texas. Pas de site web chelou ou perdu, là non, tout est officiel. Et dans la section Death Row Information, on peut tout simplement lire les derniers mots prononcés par les condamnés à mort. À côté de cette section, on peut lire quelques détails sur la fiche d'incarcération des condamnés, notamment voir ce dont ils sont accusés, et c'est pas joyeux. Dans leurs derniers mots, certains éprouvent du regret, d'autres sont en paix avec leur sort, et d'autres clament leur innocence. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais tué James et Amy. Bref, franchement, ça fait hyper froid dans le dos, même si on ne connaît rien à l'affaire en question. Quand on voit les informations sur les meurtres, ça fait franchement un peu déprimé. On a l'impression que ça arrive partout. En tout cas, même si c'est assez glauque, je trouve que ce genre de site, c'est assez fascinant. Ça peut apprendre pas mal de choses sur les affaires de meurtre, et c'est toujours étrange de savoir qu'on lit les derniers mots d'une personne qui a été exécutée quelques minutes après. Imaginez, vous êtes en plein voyage scolaire à l'étranger, ou alors vous cherchez à refaire votre vie à New York, et il vous faut une maison ou un appartement. Coup de chance, il y a de belles demeures à des prix complètement cassés qui vous font de l'œil et qui ont l'air en parfait état. Vous trouvez ça quand même étrange, et donc vous tapez l'adresse sur internet, et vous tombez sur housecreep.com. Le nom est assez explicite, et vous l'aurez compris, ce site documente en fait les résidences ayant un passé mouvementé. On parle d'homicides, de trafic de drogue, et même d'événements paranormaux connus. En fait, HouseCreep, c'est une sorte de base de données pour savoir si votre future maison a déjà été le témoin de choses terribles qui s'y seraient passées. Certaines personnes recherchent même les maisons à proximité de celles qu'ils veulent s'approprier, pour être sûr de ne pas habiter dans le même quartier qu'un certain Dupont de Ligonnès par exemple. Parce que oui, le site recense également les adresses en France. On peut y apprendre ce qui s'est passé dans les grandes lignes, et franchement c'est assez bien foutu. C'est vrai que c'est pas la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on recherche un joli appart, mais la prochaine fois que ça vous arrivera, pensez à HouseCreep. Ce cas-là est assez connu, mais vraiment perturbant. Avant de parler du site en question, qui d'ailleurs à ce jour n'est même plus disponible, il faut parler de Margaret, plus connue sous son pseudo YouTube Maggie Bunn.
Tout commence en 2006. C'est cette année que Maggie Bunn, qui habite à ce moment-là au Japon, commence à poster des vidéos sur YouTube, des vidéos avec un concept bien particulier. Si vous connaissez déjà les vlogs, les vidéos gaming ou de bouffe, est-ce que vous connaissiez le concept de fixer la caméra sans dire un mot, ou presque? Parce que c'est l'entièreté du contenu de Maggie Bunn. Sa chaîne cumule 116 vidéos d'elle en train de se filmer, ne faisant rien. Bon, évidemment, ça n'intéresse personne. C'est faux, sa chaîne devient la numéro 1 au Japon en 2008. En fait, ce succès peut s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, Maggie Bunn est une gaijin, donc une étrangère au Japon, considérée comme plutôt mignonne pour les standards japonais. Ensuite, elle sera carrément considérée comme une idol, donc une espèce d'influenceuse pour jeunes en 2008, un concept très populaire au Japon encore aujourd'hui. Et puis plus tard, elle fera des vidéos en parlant quelques mots japonais, et autant vous dire que ça marchera à fond. Bref, tout semble aller pour le mieux pour Maggie Bunn, qui commence même à avoir des invitations sur des plateaux télé et des campagnes publicitaires. Le problème, c'est que sa notoriété grandissante va attirer l'attention d'une personne particulièrement énigmatique. Et c'est justement cette personne qui a créé le site dont on va vous parler, maggiebunn.com. L'individu est surnommé Frank, et sur son site, il commence à poster des vidéos et des messages qui traduisent une réelle obsession pour la jeune femme. Le contenu du site est cryptique, très sombre et vraiment destiné à perturber Maggie Bunn et lui montrer tout son amour, si on peut appeler ça comme ça. Frank reprend en fait des images de la chaîne de Maggie Bunn et les modifie pour donner un résultat vraiment flippant. Non, franchement sérieux, si un jour une personne se met à faire ça sur nous, premier degré on flippe. Sa première vidéo postée sur son site est explicitement nommée Maggie Bunn. Tu t'es faite un stalker. Vont s'en suivre plusieurs vidéos sur Maggie Bunn, toujours plus tordues les unes que les autres, jusqu'à ce que Maggie Bunn disparaisse d'internet. Le 19 novembre 2014, Maggie Bunn poste sa dernière vidéo et ne donne plus aucun signe de vie. Les internautes font très vite le lien avec Frank et sont persuadés qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que Maggie Bunn s'est fait kidnapper par son ravisseur, possible. Ou alors certains pensent en fait que Maggie Bunn et Frank font partie d'une vaste promotion d'un film d'horreur à sortir. Eh ben c'est ni l'un ni l'autre. Parce que c'est 6 ans plus tard, le 26 août 2022, que Maggie Bunn lance un live. Les abonnés reçoivent une notification sur Twitch et voient Maggie Bunn en chair et en os, lançant une sorte de FAQ. Au calme. Très vite, ses abonnés vont exprimer leur inquiétude et demander des explications. Et voilà la réponse de Maggie Bunn. Yeah, people sort of like make up their own version of events, but no, I just didn't feel like doing YouTube anymore, so I stopped doing it. And you know, there's creepy people who do like weird videos about me and stuff, and people like latched onto this one and were like, oh, this guy like kidnapped her or something. And no, that's not true. Ouais, elle n'a jamais été enlevée ni fait partie d'une campagne de pub. Elle a arrêté parce qu'elle ne se sentait plus de faire du YouTube. Apparemment donc, aucun lien avec le fameux Frank. Et d'ailleurs, on a appris juste avant le retour de Maggie Bunn que Frank est en réalité Joachim Danung, un expert du digital marketing suédois qui testait en fait une méthode de marketing à travers une série de vidéos, une sorte d'expérience sociale en gros. Non, c'est bien vrai, vous pouvez même consulter son profil LinkedIn, c'est assez marrant. Il a en fait utilisé l'image de Maggie Bunn pour explorer les différents comportements et réactions que ça allait susciter en ligne, et pour lui son projet, c'est un succès, parce qu'il a attiré l'attention et a suscité le débat exactement comme il le voulait. Bref, c'était un peu long, mais suite à ça, Maggie Bunn n'a jamais repris sa chaîne YouTube. Sur Insta et Twitter, elle est parfois active et a déjà indiqué qu'elle a plus que dépassé ce chapitre étrange de sa vie. Le 20 avril 1999, dans le lycée Columbine du Colorado, s'est passé une véritable tragédie. Ce jour-là, 2 élèves, Eric Harris et Dylan Klebold, vont assassiner 12 élèves et un professeur et blesser plus de 21 autres. Suite à ça, les 2 complices se rendent à la bibliothèque de l'établissement et s'y donneront la mort. Ce massacre va évidemment provoquer beaucoup d'émotions aux États-Unis, surtout qu'il s'agit du 3e massacre le plus meurtrier survenu dans une école à cette époque, et ça va ramener l'éternel débat du contrôle des armes à feu et de la sécurité publique pour que ce genre d'événement ne se reproduise jamais. Et justement,
Columbine Site, c'est un site ultra détaillé sur les événements survenus au lycée Columbine. C'est vraiment une ressource complète pour ceux qui cherchent à mieux comprendre tout ce qui s'est passé ce jour-là. On a énormément d'informations, y compris les profils des victimes et des auteurs de l'attentat. On a accès à leurs journaux intimes, leurs dessins et leurs notes, qui étaient vraiment clairs sur leurs intentions d'ailleurs. Et vraiment, lire ces documents, je vous promets, ça met très mal. On a également des vidéos qu'ont produit les deux tueurs, notamment celles où ils se mettent en scène pour proposer leur service de tueur à gages. Il y a aussi les rapports d'autopsie, des appels 911, les caméras de surveillance, tout y est. Bref, ce site est une archive précieuse contenant des documents pour certains même pas publiés par le FBI. C'est une page à l'histoire tragique qui remplit très bien son devoir de mémoire. Et vaquer sur ce site internet, ça replonge immédiatement dans l'horreur qu'ont vécu ce jour-là les élèves du lycée Columbine. Est-ce que vous aussi vous connaissez quelqu'un qui met systématiquement du scotch sur toutes ses caméras pour éviter qu'on l'espionne ? Eh ben, figurez-vous qu'il a peut-être raison. Et vous allez vite vous en rendre compte avec ce site. InSecCam, c'est un genre d'annuaire en ligne. Le problème, c'est qu'il ne répertorie pas les numéros de téléphone, mais bien des caméras de surveillance publiques. On y retrouve des dizaines de milliers de flux en direct de caméras de surveillance non sécurisées dans des espaces publics. Et quand on dit espace public, on parle de caméras qui se trouvent dans la rue, dans des parcs, dans des bureaux et même chez votre coiffeur. Franchement, c'est super malaisant de voir des personnes qui n'ont aucune conscience d'être publiques aux yeux de tous en un clic. Mais alors, comment est-ce que c'est possible ? Eh ben, la réponse est très simple. Les mots de passe par défaut n'ont jamais été changés. Et ouais, c'est tout, ça suffit. Alors, InSecCam n'est pas le seul site à faire ça. Il y en a d'autres comme OpenTopia qui offre un service à peu près similaire avec des dérives très discutables et en plus du respect de la vie privée, ça pose de gros soucis en termes de sécurité. Par exemple, certains peuvent les utiliser pour planifier un cambriolage de magasin, etc. Heureusement, en bas de InSecCam, c'est quand même indiqué qu'il y a un filtre et que toutes les caméras sont validées avant d'être disponibles sur le site. Donc, normalement, si tout se passe bien, aucune des caméras ne peut montrer d'images de propriété privée et d'intérieur de maison. Heureusement, vous allez me dire. Bon, c'est déjà ça, mais quand même, c'est vraiment étrange de se dire que quand on se balade dans la rue, quelqu'un est peut-être derrière son écran en train de nous fixer. Skyway Bridge Jumper, c'est avant tout un site de passionnés. C'est une page dédiée au Sunshine Skyway Bridge en Floride. Bon, pourquoi on vous parle d'un site dédié à un pont dans un iceberg, à votre avis ? Oui, cette liste de noms qui est quotidiennement mise à jour, c'est bien ce que vous pensez. Ce site est exclusivement dédié à des personnes qui se sont ôté la vie en sautant de ce pont. Tout est recensé par ordre alphabétique et par date. C'est assez impressionnant et glauque de voir qu'il y a autant de gens qui ont perdu la vie à cet endroit. Le site est encore une fois très complet et recense les morts depuis 1954. Le truc, c'est que ça s'arrête pas là. Le créateur du site semble avoir une fascination étrange pour le pont. En fait, on ne trouve pas qu'un recensement des suicides ou des morts accidentelles liées au Skyway Bridge, on a aussi le contexte de chaque mort et un top. Ça va des catégories forcées à sauter à mort la plus bizarre, on dirait que c'est presque satirique. Et ce n'est pas tout, un peu comme sur InSecCam, on peut également retrouver un flux en direct du pont. En sachant de quoi parle le site, c'est quand même franchement tordu. Malgré tout, le site a une section prévention qui tente apparemment d'alerter sur la santé mentale et propose des numéros d'urgence. Mais certaines sections portent vraiment à confusion et encore une fois, on peut légitimement émettre des doutes sur leur sincérité. LHQHQ ou encore Laughing Horses Orifice Headquarters, soit le quartier général de l'orifice des chevaux rigolants. Bon, ça commence bien, est l'un de ces sites où tu te demandes juste pourquoi. Pourquoi quelqu'un a pris du temps à faire ça ? C'était quoi son but ? Je veux savoir, vraiment j'ai besoin de savoir. Cette page étrange fait un peu penser à un labyrinthe de contenu. Encore une fois, impossible de tout explorer. On sait qu'il y a au moins 800 pages, c'est un peu abusé. Et le site présente un mélange de vidéos bizarres et de nombreux textes absurdes et étranges.
Honnêtement, certaines images sont très malaisantes et on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de vice caché derrière chaque message, derrière chaque image. Ça ne rassure pas du tout lorsqu'on navigue sur le site, on ne sait jamais sur quoi tomber. En faisant pas mal de recherches, on a trouvé que le site abriterait apparemment des données personnelles, comme des numéros de téléphone par exemple, et ces numéros appartiendraient principalement à des politiques américains, comme Hillary Clinton et Donald Trump. Mais bon, vous l'imaginez bien, des gens ont essayé, et ce ne sont évidemment pas les vrais numéros, ça serait beaucoup trop facile. Et franchement, mieux vaut ne pas essayer de les appeler. On n'a aucune idée d'où ça peut mener, et de sur qui on peut tomber. Tout ça amène à beaucoup de questions et peu de réponses, et on en reste à notre interrogation principale. Pourquoi ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir entrer dans une secte concernant le multivers? Attends, quoi? Mais c'est la pire accroche de l'histoire là, qui a écrit ce script? Mais blague à part, écoutez, ça existe vraiment. Le temple de Galdrux se définit comme étant le premier culte multiversel de la planète. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est une autre question. Mais de ce qu'on comprend sur leur site officiel, ils veulent envahir le monde avec une nouvelle forme de spiritualité et faire de la réalité et de la fiction une seule même entité. Bon, c'est très flou, mais il y a des histoires de renaître après la mort qui serait une non-existence, d'échapper à la simulation qu'est l'univers et de ramener le chaos partout dans le monde. C'est quand même très spécial et aussi très confus. Le site semble toujours actif, puisqu'après des grandioses messages parlant de l'univers, de la matrice et du cosmos, les gérants cherchent des informaticiens, des développeurs de réalité virtuelle et des rédacteurs. Tiens, perso, je trouve que c'est déjà bien plus ancré dans le réel. Et une fois n'est pas coutume, pour montrer leur dire et impressionner le visiteur, le site contient des liens cliquables qui emmènent vers du contenu toujours plus what the fuck. En tout cas, si vous avez été convaincu par les très nombreux arguments du site, n'hésitez pas à nous le dire. NIMP.org, c'était un site tristement célèbre pour faire partie, voire carrément être, le pire site internet. Quand je dis pire site internet, on parle du plus trash des trash, des pires vices que vous puissiez imaginer, des bas-fonds de l'humanité. Bref, en un mot, un site qu'ont créé les humains de la pire espèce. Il y en a d'autres comme ça, mais on y reviendra beaucoup plus loin dans l'iceberg. Vers 2008, il y a une mode macabre qui sévit sur internet. À cette époque, le chat en ligne devient une vraie institution. MSN est un vrai pilier et Skype le devient de plus en plus. Les jeunes passent beaucoup de temps sur les forums et parfois rencontrent des personnes qu'ils n'auraient jamais dû croiser. Lorsque vous tombiez dans les griffes de ces tarés, ils enregistraient votre webcam et vous balançaient un de ces fameux sites des plus trash. Et leur délire assez fou, c'était tout simplement de vous choquer et de capturer votre réaction. Lorsque vous cliquiez sur la page principale, vous tombiez sur une série d'images d'une violence inouïe. En plus de ça, le site permettait de contourner les bloqueurs de pop-up standards pour être sûr de pouvoir vous choquer. Votre écran se retrouvait inondé d'images choquantes et était programmé pour se déplacer sur l'écran à chaque fois que vous tentiez de les fermer. Ça a donné ce genre de compilation tordue de réactions qu'on peut retrouver directement sur YouTube. Donc, si on peut bien vous donner un conseil, c'est de ne jamais faire confiance en ligne parce qu'on ne sait jamais vraiment sur qui on peut tomber. Ce site est aussi différent des autres jusque-là que triste. Stillbornangels.com, également connu sous le nom de AngelPix, est un site destiné à aider les familles qui viennent de perdre un nouveau-né ou un bébé mort-né. Le site offrait un service spécial où les familles pouvaient payer pour recevoir une image photoshopée de leur bébé décédé. Les auteurs retouchaient les photos en retirant soigneusement tout équipement médical, les marques visibles, etc. Bref, vous voyez. Le but était d'avoir une photo paisible de l'enfant que les parents avaient perdu sans l'aspect macabre. Bon, on a regardé quelques-unes des retouches et autant vous dire que ça fait plutôt l'effet inverse sur nous et que le niveau de montage ne vole pas très haut, surtout pour le prix. Mais au moment où on tourne cette vidéo, on dirait que le site vend son nom de domaine et arrête apparemment son activité. En soi, on n'est personne pour juger et chacun vit son deuil comme il le souhaite. Mais certains des commentaires en dessous des photos se moquaient ouvertement des familles et des bébés.
Il y a même un groupe Facebook privé qui reprend le concept, donc j'imagine que c'est pas complètement désert comme pratique. Bref, je vous l'avais dit, c'est un sujet bien triste. On passe à la suite. Plane Crash Info, c'est pas vraiment un site pour faire peur, mais perso, ça m'a vraiment mis mal. C'est en fait une page qui regroupe des archives complètes de crash d'avion dans le monde entier, en étant complètement à jour. On a le détail complet des accidents d'avion, avec des informations précises des plus basiques au plus sombres. Le site est vraiment fait pour faciliter au maximum la compréhension de tous les aspects qui ont amené et provoqué l'accident, mais ce n'est pas tout. Et ce n'est même pas ça qui nous a mis le plus mal. En fait, il existe un onglet entier comprenant les derniers mots enregistrés des pilotes et des copilotes avant les crashs. Certains, en plus de la transcription, ont également des fichiers audio et vraiment c'est juste horrible à écouter. Toutes ces informations viennent des boîtes noires de l'avion, ces genres de disques durs qui répertorient tout ce qu'il s'est passé. Vous l'imaginez bien, la terreur et la panique dans les voix qu'on entend font que c'est très difficile à écouter. Le site avertit bien les visiteurs, mais si vous vous y aventurez, soyez prêts. Sur Reddit, on trouve plein de bonnes choses. Perso, on l'utilise pour trouver certaines des histoires qu'on vous raconte de nos threads d'horreur. Il y a une infinité de pages très intéressantes. Les gens sont vraiment connus pour être pleins de ressources et pour apporter des réponses aux questions assez souvent. Mais ceci dit, tous les subreddits ne sont pas aussi inoffensifs. 5050, c'est un subreddit au concept assez simple. Chaque post propose une photo floutée et 2 propositions. L'une est banale, voire plutôt mignonne, et l'autre vraiment horrible. Et lorsque vous cliquez sur la photo, vous révélez laquelle des 2 propositions il s'agissait. Si vous voulez un exemple, on a soit une tarte aux fraises, ou alors le visage d'un homme mangé par un cannibale. Bon, heureusement dans ce cas-là, il s'agissait bien d'une tarte aux fraises, mais parfois, vous pouvez vraiment tomber sur des photos d'entrailles humaines au lieu d'un gâteau aux pommes, ou encore sur un barbecue humain au lieu d'un vrai barbecue. Bref, il y a réellement des images qui peuvent choquer sur ce subreddit, donc sincèrement, on vous conseille de l'éviter au maximum. Le résultat n'est pas toujours celui qu'on voudrait voir, et si on veut rester sain d'esprit, autant ne pas tenter le diable. Hidden Answers, c'est une sorte de Reddit. Avec une particularité bien spécifique, c'est un Reddit du dark web. Sa page d'accueil ressemble d'ailleurs fortement à l'ancienne interface du site et fonctionne sur le système d'upvote et de downvote. Le truc c'est que, comme vous vous en doutez, si c'est caché, certains sujets peuvent être très hard. Ici, pas de régulation, pas de tabou, pas de loi. Il y a par exemple des sujets sur comment fabriquer des bombes, comment empoisonner un chien en toute discrétion, ou encore pourquoi, d'après l'auteur, on devrait exterminer toute une population. Dans le même genre, on a Dread, l'un des autres clones de Reddit qui est même un peu plus actif, avec des dizaines de messages par jour. On y trouve des vendeurs d'armes illégales ou des personnes souhaitant un maximum de conseils pour en tuer d'autres. Évidemment, il n'y a pas que ce genre de sujet sur ces forums, mais ça en fait bien partie. De toute façon, on ne vous conseille absolument pas de vous rendre sur le dark web sans avoir pris vos précautions. On ne sait jamais sur quoi ou sur qui on peut tomber. Vous avez certainement déjà vu ces deepfakes. La première fois qu'on tombe dessus, ça fait honnêtement bien rire, c'est bon enfant et plutôt inoffensif. La seule règle pour que ce soit bien reçu semble être de préciser que c'est bien faux ou alors de le rendre évident. Mais il y a bien un domaine où les deepfakes ne peuvent être légitimés, même quand on sait que c'est du faux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Mr Deepfake est un gars qui bosse probablement tout seul et qui s'amuse à créer du contenu pour adultes. Sauf que, petite particularité, son contenu se distingue de celui des autres parce qu'il met le visage d'actrices connues ou de personnalités sur lesquelles les gens semblent fantasmer sur des vidéos graphiques. Alors évidemment, les auteurs de deepfakes habituels d'hommes politiques ou autres peuvent être poursuivis s'ils tentent de, par exemple, propager des fake news. Mais on a recherché, et pour le cas des deepfakes, c'est là que ça devient encore plus problématique, parce qu'il semblerait qu'il suffit d'indiquer que c'est faux pour que la loi se retrouve impuissante. Donc littéralement, tout le monde peut en être victime sans pouvoir rien y faire.
C'est un immense manque de respect, c'est une évidence déjà, et c'est aussi un mécanisme qui peut être utilisé pour fortement dégrader l'image d'une personne et sa réputation, et aussi inciter à son harcèlement. On reporte aujourd'hui des cas de deepfake sur des jeunes filles de 13 ans, et je suis sûr qu'il y a bien pire que ça. Et même si Mr Deepfake n'a sans doute aucun droit d'utiliser des visages d'actrices ou de personnalités, et que la vidéo devrait un jour être supprimée, on est sur Internet. Et sur Internet, rien ne disparaît jamais vraiment. La vidéo peut être visionnée ou téléchargée des millions de fois, c'est une véritable spirale sans fin. Bref, encore une preuve que l'avancée technologique sera toujours utilisée à mauvais escient par une poignée de dégénérés. Parce que sur le seul site MrDeepfake.com, il y a plus de 100 000 photos et vidéos dégradantes qui sont partagées au monde entier. En 1974, Marshall Applewhite et Bonnie Nettles fondent la secte Evansgate. Pour vous la faire courte, cette croyance mêlait des éléments du christianisme à des ovnis et extraterrestres en gros. Et Marshall, après une série d'épreuves dans sa vie, en est venu à croire qu'ils étaient destinés, avec Bonnie, à un projet spirituel important. Genre plus important que fonder une simple secte de rien du tout. Et donc les deux ont commencé à diffuser leurs messages à des gens qu'ils embrigadèrent, puis sur leur site. Parmi leurs enseignements, il y avait la croyance qu'ils guideraient leurs adeptes vers un niveau d'évolution supérieur et que la Terre allait être détruite. Marshall et Bonnie affirmaient que leur seule chance de survivre ou d'évacuer était de partir avec eux. Le groupe vivait un mode de vie nomade dans les premiers temps, reposant sur les dons des membres et se concentrant sur les enseignements spirituels, renoncement, abstinence sexuelle et apparence androgyne entre autres. Mais en 1985, Bonnie meurt d'un cancer et à partir de ça part totalement en couille. Enfin, je veux dire, encore plus qu'avant. En 1997, Marshall perd le peu de lucidité qui lui reste. Il se lève un jour, convainc ses adeptes que la Terre va bientôt être détruite et qu'ils doivent se donner la mort pour monter dans un vaisseau spatial qui va les emmener au Evansgate. Dans un rituel soigneusement planifié, 39 membres dont Marshall mettent fin à leur jour dans une maison en Californie. Et ce qui est fou, c'est que depuis 1998, le site web evansgate.com est encore debout. Aujourd'hui, il sert d'artefact et n'est pas vraiment actif, mais contient toujours les enseignements du groupe ainsi que leurs croyances. Et ce site est géré par d'anciens membres de la secte qui, d'après ce qu'on y lit, attendent toujours bel et bien d'être enlevés par des extraterrestres. Bref, un site internet a priori inoffensif, mais qui cache un passif franchement très sombre. On vous a déjà parlé de MrDeepfake.com et des conséquences que ce genre de site peut engendrer dans la vie de tous les jours. Eh bien, écoutez, des gens ont trouvé un moyen de faire pire. PinkMess est l'un des sites les plus connus de vengeance graphique ou revenge porn. Le site permet tout simplement aux utilisateurs de publier anonymement des images explicites de leur ex-partenaire, évidemment sans leur consentement. En plus de déjà être de sacrés connards pour faire ça, les publications incluent souvent des informations personnelles et des liens vers les réseaux sociaux de la personne sur la photo, parce que pourquoi pas après tout ? À l'origine, le site était hébergé sur le web classique, mais après s'être fait remarquer et par crainte des autorités, le site a par la suite été déplacé sur le dark web. Bon, heureusement pour les personnes concernées, il faut quand même souligner que PinkMess avait mis en place un processus de demande de retrait, sauf que ce n'était absolument pas pour les aider. En fait, c'était 100 fois plus vicieux que ça. Après avoir reçu les témoignages des personnes voulant faire retirer leurs photos, PinkMess postait leurs messages publiquement et c'était une nouvelle manière de se foutre d'elle directement fournie par la victime. Mais en 2014, dans le cadre de l'opération Onimus qui visait les activités illégales sur le dark web, PinkMess a définitivement été fermé. Il fait partie des 27 sites officiels à avoir été fermés avec les fameux Silk Road et compagnie. Mais bien entendu, des clones apparaissent rapidement après la fermeture en reprenant le même contenu ou le même concept. Bref, c'est Internet et comme souvent, c'est juste incontrôlable. Et quant au créateur de PinkMess, les détails sur son identité et sur d'éventuelles poursuites judiciaires n'ont jamais été dévoilés. À première vue, 5N Chronicles pourrait passer pour un blog tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais en grattant un petit peu, on découvre une vérité bien plus troublante.
Ce blog est en réalité tenu par Joseph A. Duncan III, un tueur en série condamné à mort. Depuis sa cellule du couloir de la mort, Duncan écrivait des lettres que quelqu'un, on ne sait toujours pas qui, publiait ensuite en ligne. Pour comprendre l'ampleur du malaise, revenons rapidement sur le parcours de cet homme. Dès son adolescence, Duncan s'illustre par des actes ignobles. Il agresse actuellement plusieurs garçons, dont certains n'avaient que 9 ans, et se retrouve plusieurs fois en prison pour des délits similaires. Mais c'est en 2005 que ces crimes atteignent un niveau inimaginable. Cette année-là, Duncan assassine brutalement Brenda Gorn, son compagnon Mark Mackenzie et l'un de leurs fils, Slade, chez eux. Les 2 plus jeunes enfants du couple, Shasta et Dylan, ont quant à eux été enlevés. 7 semaines plus tard, Shasta est retrouvée vivante dans un restaurant, assise à une table avec Duncan. Elle a survécu en gagnant la sympathie de son ravisseur, mais son frère Dylan, lui, n'a pas eu cette chance. Son corps sans vie a été découvert plus tard dans une zone isolée. Et pour revenir au blog, il est aussi banal que terrifiant. Duncan y parle de tout et de rien. Sa perte de cheveux, sa perte de poids ou encore ses interactions en prison. Mais parfois, au détour d'un article, l'horreur refait surface. Par exemple, il raconte sans aucun complexe une visite qu'il a rendue à sa belle-sœur, quelques semaines seulement après avoir kidnappé et tué un adolescent. Ce contraste entre la normalité des sujets abordés et la monstruosité de ses actes rend la lecture du blog vraiment perturbante. Les publications commencent en 2010 et le dernier a été mis en ligne quelques semaines avant la mort de Duncan en mars 2021 des suites d'une tumeur au cerveau. Aujourd'hui, le site est toujours en ligne et on ne sait toujours pas qui, dans l'ombre, a pris la peine de donner une voix à un tel monstre. Bon, pour celui-là, je vous préviens, on n'a pas énormément de contexte sur ce qu'on s'apprête à vous montrer. Tout ce qu'on sait, c'est que cette vidéo est vraiment très étrange et dérangeante et que personne ne sait d'où elle vient réellement, ni même si elle est réelle encore aujourd'hui. La vidéo s'intitule « What are you thinking ?» Dans celle-ci, on peut y voir une personne cagoulée qui a décidément l'air mal en point. Après 1 minute, sur les 2 minutes de la vidéo, la personne se rapproche de la caméra et se met à cracher du sang. Finalement, la personne montre une feuille sur laquelle est écrit à l'envers « What are you thinking ?» ce qui a donné le titre à la vidéo. Et c'est tout. Rien d'autre sur « What are you thinking ?» La vidéo avait été postée sur YouTube une première fois, avant d'être supprimée à plusieurs reprises pour contenu violent. Encore aujourd'hui, cette vidéo reste un mystère profond d'Internet. Si vous avez déjà entendu parler de 4chan, ce site assez controversé où on trouve de tout et surtout de n'importe quoi, et bien imaginez une version encore pire. Et vous obtenez 8chan.mo. Ce site est si dégueu qu'il est carrément banni de Google et est aujourd'hui hébergé sur le dark web. Mais on trouve aussi sur le web classique des alternatives tout aussi dégueu. On ne partagera rien à ce niveau. Le fonctionnement de 8chan est encore une fois assez similaire. On a des forums organisés par thème où les utilisateurs postent anonymement. Ouais, sur le papier, ça ressemble à 4chan, avec des sections sur les mangas, le paranormal ou encore le sport. Mais c'est en s'enfonçant dans les bas-fonds du site qu'on découvre ce qui se fait de pire. Par exemple, l'un des forums nommé Zoophiles est particulièrement abominable. Encore une fois, on vous le dit, rien de sain pour l'esprit humain. Ne soyez jamais tentés de salir à ce point votre mémoire avec ce genre de contenu. C'est un espace où des personnes partagent des vidéos et des photos de leurs actes criminels avec des animaux, principalement des chiens. Ces contenus déjà extrêmement choquants sont toujours accompagnés de commentaires, de soutien par les autres utilisateurs. Et le pire, c'est que ce genre de publication est vraiment très fréquent. On vous épargne toutes les pages au contenu de ravagé qu'on peut y retrouver. Vraiment, c'est un site de fou, et dans le pire sens du terme. Kekma.net, c'est l'un de ces coins d'internet dont on aurait préféré ne jamais entendre parler. Sérieusement, je vous parle premier degré, c'est vraiment un site sur lequel j'aurais aimé ne jamais cliquer. Parce que sa notoriété repose entièrement sur son contenu choquant et explicite. Et quand je dis choquant, c'est pas un euphémisme. Non, ce site n'est clairement pas destiné à tout le monde, je dirais même à personne de sain d'esprit en fait.
Entre ces images extrêmes et ces animations graphiques, il peut littéralement déclencher des crises d'épilepsie chez certaines personnes. Mais comme je vous l'ai dit, le pire reste son contenu. Dès que vous atterrissez sur la page d'accueil, un avertissement inquiétant vous met dans l'ambiance. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Et au cas où vous n'auriez pas compris ce dans quoi vous mettez les pieds, le site précise qu'il contient, je cite, de l'humour noir pour adultes. Et lorsqu'on clique sur oui, tout bascule. S'affiche une page avec des sons assourdissants, un gif qui s'enchaîne en boucle montrant un contenu d'une violence difficilement soutenable. Vraiment, n'y allez pas. C'est absolument dégueulasse et vous n'en retirez rien de bon, on vous le promet. Ce site, c'est un véritable choc dans tous les sens du terme, littéralement conçu pour vous prendre au dépourvu et pour vous marquer. C'est une expérience et pas du tout une de celles qu'on voudrait vivre. Bref, une seule chose à retenir si on vous l'envoie, ne cliquez pas. Bon, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet iceberg des pires sites internet? Honnêtement, on espère sincèrement que vous avez apprécié parce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo. Pondre ce genre d'iceberg, ça demande littéralement des semaines de travail, donc on a vraiment besoin de vous, on attend votre like et vos commentaires pour savoir si vous voulez un épisode 2. En vrai, on a vu des choses et on a cliqué sur des sites qu'on aurait préféré ne jamais voir, donc croyez-nous, préservez-vous la commu. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes des grands oufs. N'hésitez pas à réagir en commentaire, vous savez que ça nous aide énormément. Vous l'avez vu, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas publié sur la chaîne. Et maintenant vous comprenez, c'est parce qu'on préparait cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à la liker, à commenter, à la partager, etc., etc. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a des gros bangers qui arrivent et les prochaines vidéos vont être incroyables. Donc surtout n'hésitez pas à le faire et à nous suivre et à activer la cloche. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'on a tout dit, c'était Kratos et Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle grosse vidéo. Ciao! Voilà, c'est une fin de tournage de 4 heures. Yeah! Ouf! C'était fatigant.